Pour ce face-à-face de parlementaires, j'accueille Rudy Sall, député UDI des Alpes-Maritimes. Face à vous, Karine Berger, députée socialiste des Hautes-Alpes. Et on commence ensemble avec le plan d'urgence pour l'emploi de François Hollande. 2 milliards pour relancer l'emploi, des annonces attendues comme la formation des chômeurs, mais aussi des pistes plus polémiques évoquées comme l'assouplissement du temps de travail et l'indemnisation des chômeurs. On va commencer par les 35 heures. Hier, sur notre plateau, Karine Berger a donc... Myriam El Khomri, Karine Berger, vous êtes face à moi, a donc évoqué ces 10% de seuil concernant les heures supplémentaires. Le ministre Emmanuel Macron, invité de radio ce matin, ne semble pas d'accord. Il y a une certaine ligne de fracture au gouvernement sur cette question des heures supplémentaires. Je pense que le sujet n'est pas simple parce qu'en fait, en pratique, du fait des mesures qui ont été prises entre 2007 et 2012, c'est-à-dire par la droite, le cadre est quand même déjà très souple et très large et on peut en fait faire beaucoup de choses en termes d'heures supplémentaires en France. Donc, tant qu'on n'a pas des propositions très très claires sur la table, il est difficile de se positionner. À titre personnel, je pense que le sujet que les gens attendent n'est pas forcément de libérer les heures supplémentaires. Ça, n'importe qui peut faire des heures supplémentaires si le patron le propose. C'est la problématique de la rémunération des heures supplémentaires. C'est la question de la majoration. C'est la question de la majoration. Parce que l'une des mesures qu'on avait prises quand on est arrivé en responsabilité, c'est de supprimer les baisses de cotisations patronales, mais aussi les baisses d'impôts sur le revenu concernant ces heures supplémentaires. Autant je ne regrette absolument pas qu'on ait annulé la baisse des cotisations patronales, parce qu'il n'y a pas de raison de subventionner spécifiquement les heures sup. Autant je pense que la rémunération pour les gens qui font des heures supplémentaires, c'est-à-dire cette exonération de l'impôt sur le revenu, fera partie des débats à avoir. Rudy Sall, pour vous, quelle est la piste la plus crédible, la plus envisageable? C'est celle d'Emmanuel Macron, celle de Myriam El Khomri concernant la majoration des heures supplémentaires. Vers laquelle vous dirigeriez-vous? Je pense que l'économie française a besoin d'être libérée de toutes les contraintes qui pèsent sur elle aujourd'hui et qui nous pénalisent par rapport à la plupart de nos voisins européens. Lorsque on pense qu'aujourd'hui la situation de crise est derrière la plupart des pays européens et que nous sommes encore plongés dans cette crise, quand nous pensons que nous sommes dans une augmentation du chômage alors que la plupart des pays européens voient le chômage baisser, il faut peut-être regarder ce qui se passe ailleurs pour pouvoir l'appliquer chez nous. Et donc je pense que les mesures les plus libérales aujourd'hui qui sont proposées par Emmanuel Macron me paraissent les plus adaptées pour pouvoir faire face à cette situation. De toute façon, ça fait maintenant plus de 3 ans et demi que le gouvernement est en place. Le président de la République s'était engagé pour être le président de l'emploi, plus 600 000 chômeurs, une situation qui est absolument catastrophique. Voilà, on ne peut pas se satisfaire de cette situation et je pense qu'il faut des mesures qui soient diamétralement opposées par rapport à tout ce qui a été engagé depuis lors. Les syndicats estiment que François Hollande est revenu sur sa promesse de ne pas toucher aux 35 heures. Est-ce le cas? C'est un détournement, cette majoration des heures supplémentaires? Moi, je ne le vois pas comme ça. Je pense que le sujet, il est, est-ce que au-delà de 35 heures, on est en heures supplémentaires ou pas? La réponse est oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire le temps légal, c'est 35 heures. Au-delà, on est en heures supplémentaires. De ce point de vue-là, la règle a été celle qui a été fixée en 2000, qui en fait n'a pas été modifiée par la droite, donc ce qui signifie qu'il y a de fait un consensus là-dessus, sauf quelques personnes... Ou un manque de courage. Ou peut-être un manque de courage. J'ai cru entendre que François Fillon voulait faire travailler les gens 48 heures par semaine. Enfin, c'était très bizarre, très très bizarre. Mais bon, globalement, tout le monde s'est mis d'accord au cours des 15 dernières années sur le fait que le temps de travail légal en France est 35 heures, qu'au-delà c'est des heures supplémentaires. Est-ce qu'il faut faciliter l'envie de la part des travailleurs d'aller vers ces heures supplémentaires? Sans doute. Est-ce qu'il faut faire en sorte que les entreprises aient les moyens de proposer des heures supplémentaires et du business et du chiffre d'affaires? Encore plus, oui. Vous savez, quand on est patron de PME, quand on est responsable même de grandes entreprises, on ne propose des heures supplémentaires à ses salariés que quand on a du chiffre d'affaires, des clients. Donc, entre l'œuf et la poule, il est très clair que là, c'est le chiffre d'affaires des entreprises qui est l'urgence absolue dans notre pays. Et avant de poursuivre le débat en plateau, je vous propose tout de suite d'aller retrouver Fernand Tavares aux 4 colonnes. Vous êtes avec Alain Ricord, député socialiste du Loiret. Alors effectivement, et on va continuer à parler de chiffres. Alors cet après-midi, vous interrogez le gouvernement parce qu'il va être question
d'ailleurs ce n'est pas la première fois, des déficits. Où en est-on? Est-ce que le gouvernement y pense toujours? Quelle question donc allez-vous poser à M. Sapin? Je vais simplement noter qu'on a les derniers chiffres de 2015 qui sont sortis, c'est-à-dire une grosse baisse des déficits. Et donc je vais l'interroger sur comment on continue à baisser les déficits, qui est un engagement fort de François Hollande, tout en ayant une politique ambitieuse sur l'éducation, sur la sécurité des Français, etc. Voilà. Dans quelle piste ou sur quelle piste peut-on encore faire des économies de façon à baisser les déficits? C'est pas facile, justement avec le plan qu'a annoncé le président de la République. On réduit les dépenses partout où on peut le faire, hein, c'est-à-dire sur le fonctionnement d'un certain nombre de ministères. Et puis on réduit également les dotations aux collectivités locales avec tout le débat qu'on connaît autour de cela. Et puis on essaye d'être efficient dans nos politiques pour que l'argent qu'on utilise soit réellement utile pour nos concitoyens. En tout cas, vous êtes convaincu, vous, personnellement? Moi, je me réjouis de ce chiffre-là et surtout qu'on donne de l'autonomie budgétaire à notre pays, ce qui nous permet de garantir un avenir à nos générations futures. Oui. Merci, Madame la députée. À tout à l'heure dans l'hémicycle. À vous, Marion. Merci Fernand Tavares. On suivra donc cette question dans l'hémicycle. Il y a eu cette question des 35 heures lors du discours de François Hollande. Il y a aussi cette question de l'assurance chômage. François Hollande a eu une phrase ambiguë. La durée d'indemnisation de l'assurance chômage en France est la plus longue. Est-ce que cela veut dire que le président prépare une réforme? Si vous préparez une réforme, je pense que le président n'aurait absolument pas eu peur de le dire. C'est un fait, c'est un fait. Juste pour information, parce qu'on a l'impression qu'on est en train de découvrir des choses extraordinaires. Oui, le système d'assurance chômage en France est protecteur. Il est protecteur parce que le patronat le souhaite. Le patronat est le premier à demander à ce que quelqu'un qui se retrouve en situation de recherche du travail ne soit pas gêné par le fait qu'il ne touche plus rien. En Italie, il n'existe pas d'assurance chômage. En Italie, si vous êtes licencié ou si vous êtes licencié pour des raisons économiques, vous n'avez aucune prestation chômage. Donc oui, la France est un pays qui a des prestations chômage. Tout le monde est d'accord là-dessus. Le patronat en priorité d'ailleurs. Est-ce que un certain nombre d'organisations de cette prestation de chômage doit évoluer? Le débat, ça a évolué, ça évolue en permanence, à vrai dire, chaque fois qu'il y a des accords nouveaux entre syndicats et patronat. L'important, c'est que quelqu'un qui cherche un travail ne soit pas dans une situation brutalement, du jour au lendemain, de ne plus avoir aucune ressource, parce que pour chercher du travail, il faut du temps et l'ensemble du système du marché du travail fait en sorte quelqu'un qui cherche du boulot, il est accompagné aussi dans un temps court, bien évidemment, mais un temps quand même qui lui permet de chercher du travail tranquillement. Rudy Salvou, vous êtes dans l'opposition. Comment avez-vous perçu cette phrase de François Hollande? Mais quand on regarde la situation telle qu'elle est aujourd'hui, avec un chômage de masse, bien entendu, je suis tout à fait favorable à ce que le chômeur soit protégé, ne se retrouve pas en situation de précarité. C'est important de le dire. Mais c'est très important. Mais ceci étant, je crois qu'on est allé très très loin. Parmi la plupart de nos concurrents européens, on est dans une situation aujourd'hui où l'assurance chômage a tendance à concurrencer l'emploi. Moi, je suis assez frappé dans les permanences quand je reçois des gens qui se trouvent finalement au chômage, qui même parfois viennent dire je viens dans votre permanence pour pointer, pensant que je peux mettre une signature. Je vois des gens qui finalement, étant dans une situation, je ne dirais pas confortable, mais dans une situation quand même qui leur garantit de ne pas se retrouver dans la précarité, recherchent du travail avec un empressement peut-être un peu moins grand que ce qu'on pourrait espérer. Et donc je crois que il est légitime qu'on ait cette réflexion. Le régime est trop généreux. Parce qu'il faut encourager la recherche d'emploi. Or aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans cette démarche. Il faut trouver un nouvel équilibre. Je crois. Juste un point vraiment très important, cet équilibre, il est quand même surtout négocié entre les syndicats de salariés et le patronat. Et chaque fois qu'il a été question de réduire les protections ou la durée, c'est le patronat qui, le premier, s'y est opposé. Parce que vraiment, c'est quelque chose de très important à avoir en tête. L'ensemble des entreprises préfèrent s'assurer que la personne qui cherche du travail... d'une certaine façon, c'est plus simple pour les entreprises d'avoir une sorte de mouvement de recrutement, licenciement, quand on est certain que la personne qui recherche du travail est dans un contexte qui est clair et qui est encadré. Donc, on peut toujours tout discuter. Il y a eu des évolutions de la durée, il y a eu des évolutions des montants, etc. Je dis simplement que écoutons d'abord les entreprises. C'est intéressant d'entendre que les entreprises sont les premières à réclamer cette protection. Mais je dirais même, Berger, quand même que sur ce point, on ne peut pas dire que le patronat ait toujours raison.
Ah, alors là, c'est vraiment à fond renversé, monsieur Sall. Alors justement, dans ce plan pour l'emploi, François Hollande a annoncé des aides aux entreprises, notamment 2 000 € pour les PME qui embauchent en CDI ou en CDD de plus de 6 mois. Une question va être posée tout à l'heure lors des questions au gouvernement par Bérangère Poletti, députée Les Républicains des Ardennes. Elle nous attend, elle est au micro de Fernand Tavares. Alors lorsqu'on parle du département des Ardennes et des entreprises, on n'est pas très optimiste. C'est vrai qu'il y a quelques décennies, ça allait fort bien et puis avec le temps, tout a dégringolé ou énormément dégringolé. Est-ce que le plan annoncé par François Hollande peut redonner des couleurs entre guillemets à l'industrie ardennaise ou en faudrait-il davantage, Mme Poletti? Nous n'y croyons pas vraiment. Les mesures qui ont été annoncées par le président de la République auraient pu être bonnes s'il avait eu le temps de les installer. Mais franchement, pour l'année et demie qui leur reste, on a plutôt l'impression que le président de la République essaye de sauver son propre emploi de président de la République, puisqu'il a soumis son engagement au fait de l'inversion de la courbe du chômage. Alors quelle question allez-vous poser cet après-midi? La question que je vais poser, là, c'est une vraie question pour le président Hollande, puisque nous avons malheureusement un certain nombre d'aides économiques pour des artisans, des commerçants, des petites entreprises de proximité, des aides qui ont été bloquées alors qu'elles ont été votées par le conseil départemental, simplement à cause d'une vue très technocratique de la loi NOTRe qui a été votée l'année dernière. Donc je soumets ce problème au gouvernement et je pense que là, on va les voir au pied du mur pour voir s'ils veulent vraiment sauver des emplois et notamment ceux du département des Ardennes. Eh bien, on écoutera votre question incisive tout à l'heure. À vous, Marion. Merci Fernand Tavares. Les syndicats, lundi, ont réagi en annonçant que c'était un plan de François Hollande à destination des entreprises. Rudy Sall, est-ce que vous partagez cette analyse ? De toute façon, pour favoriser l'emploi, il faut travailler en faveur des entreprises. Parce que qui crée de l'emploi durable, pérenne, ce sont les entreprises. Tout le reste, ce sont des emplois aidés ou bien ce sont des emplois administratifs de l'État payés par le contribuable. Donc évidemment que les syndicats disent que ce sont des mesures pour favoriser l'entreprise. Bien sûr, ils ont raison, mais ils ont tort aussi dans la mesure où ils disent défendre l'emploi. Ceci étant, franchement, la prime de 2 000 € ne rendra pas les entreprises plus compétitives. Et surtout, pour l'instant, le financement de cette mesure est très incertain. Si on revient sur cette prime, est-ce un effet d'aubaine pour les entreprises qui vont en profiter ou est-ce que cela va permettre des embauches qui n'étaient pas prévues par les entreprises ? Écoutez, j'aimerais bien que ce soit des embauches qui n'étaient pas prévues. J'aimerais bien même que l'effet d'aubaine permette de participer à la lutte contre le chômage. Malheureusement, je crois qu'on est un petit peu, comme cela a été dit très souvent, dans un énième plan de la dernière chance pour essayer de redresser une barre qui, décidément, ne se redresse pas du tout. C'est un plan de la dernière chance, Karine Berger? Non, c'est des efforts supplémentaires qui sont faits pour lutter contre le chômage. On est tous d'accord, quelle que soit l'étiquette politique, pour dire que l'un des fléaux que notre pays affronte, c'est le chômage, que des gens qui cherchent du boulot simplement pour gagner leur vie, c'est une priorité et c'est évidemment l'écrasante majorité des gens qui sont inscrits au chômage. Donc qu'on arrive à mettre en place des emplois aidés et de les consolider, c'est très bien. Pour les jeunes qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail parce qu'ils n'ont pas de compétences, c'est vraiment, et pour les familles d'ailleurs de ces jeunes, c'est vraiment indispensable. Est-ce qu'une prime du type celle qui est annoncée n'a pas un risque d'effet d'aubaine ? L'ancienne administratrice de l'INSEE que je suis vous dit oui, dans la plupart des cas, on est sur des effets d'aubaine parce que c'est comme ça. Le marché du travail, c'est des milliers de personnes qui trouvent un travail chaque jour et d'autres qui le perdent, avec un effet net qui est pour l'instant négatif. Mais il faut effectivement avoir conscience qu'il y aura des effets d'aubaine. Moi, ce n'est pas tant mon problème. Mon problème, c'est est-ce qu'on est bien tous d'accord pour dire que là, il faut tout imaginer, tout inventer pour lutter contre le chômage. C'était donc pas forcément la bonne solution, c'est 2 000 € cette prime? Il y aura un effet d'aubaine. Vous avez posé la question, je vous réponds très franchement. Après, il y aura aussi sans doute des entreprises pour qui ça peut permettre de passer les 2 premières années sur une embauche. Moi, je crois que dans la situation actuelle, avec un ralentissement économique mondial en cours, il faut aussi mettre l'accent sur les emplois aidés. Pour tous ceux qui n'arrivent vraiment pas à trouver du boulot depuis des mois, et quand on cherche depuis des mois, c'est insupportable psychologiquement, financièrement, etc. Il faut remettre encore une fois un coup d'accélérateur et on inventera encore des choses et c'est tant mieux.
Le ministre de l'économie Emmanuel Macron ce matin a apporté un soutien très ferme aux entrepreneurs. Leur vie est souvent plus dure que celle d'un salarié, il peut tout perdre et lui, il a moins de garanties. Il faut davantage de mesures pour ces entrepreneurs, Rudy Sall. C'est un message nouveau du gouvernement. Oui, mais je remercie Emmanuel Macron de l'avoir dit ce matin. C'est vrai qu'on parle toujours du chômeur qui perd son emploi et qui justement reçoit ensuite une allocation chômage qui lui permet de tenir le coup et de chercher un travail sans se retrouver en situation de précarité. Combien de chefs d'entreprise se retrouvent du jour au lendemain sans plus rien, en ayant tout perdu, et eux se retrouvent carrément dans cette précarité. Donc je pense que c'est une belle déclaration parce qu'elle va dans le bon sens. Encore une fois, je ne suis pas là pour défendre les entreprises pour les entreprises. Je défends les entreprises parce que c'est le moteur de l'économie. C'est ce qui crée des emplois. Et tout ce qui peut aller dans cette direction-là, je le soutiens. Et donc, je pense que cette déclaration est bienvenue. Ce discours heurte une certaine frange du Parti socialiste, l'aile gauche. Je pense que tout le monde est un peu heurté à gauche par ce type d'expression, tout simplement parce qu'il n'est pas question de comparer les gens qui travaillent. Quand on travaille, qu'on soit salarié, qu'on soit indépendant, qu'on soit libéral, qu'on soit fonctionnaire, on bosse. Enfin, c'est quand même, je veux dire, on travaille. Donc, pour certaines personnes, c'est très difficile. Pour d'autres, encore. Est-ce qu'Emmanuel Macron ne sous-entend pas là que finalement le travail des auto-entrepreneurs est parfois sous-évalué sous les difficultés qu'ils rencontrent? Des entrepreneurs, pas des auto-entrepreneurs. Les entrepreneurs, les difficultés qu'ils rencontrent sont... Mais je veux dire, moi, je constate simplement qu'il y a des chefs d'entreprise pour qui ça va très bien, des chefs d'entreprise pour qui ça va très mal, des salariés pour qui ça va très bien, des salariés pour qui ça va très mal, des fonctionnaires qui sont parfois épuisés par leur boulot, d'autres pour qui se plaisent très très bien dans les missions de service public. Enfin, arrêtons dans notre pays d'affronter les gens et de les mettre dans des cases. Il y a toujours un certain manichéisme en France, d'opposer les salariés, les patrons. Quelle curiosité quand même de vouloir mettre les gens dans des cases. Déjà, le fait de travailler à la grandeur de notre pays, à son dynamisme économique, de prendre des risques, de se lever tôt le matin pour aller bosser, c'est déjà en soi un grand merci à tous ceux qui le font dans notre pays, et quel que soit leur statut. Donc oui, je trouve que la phrase d'Emmanuel Macron est pour le moins étrange et, pour être franche, regrettable. Moi, je dis simplement qu'il y a ceux qui travaillent avec et sans filet. Et le message d'Emmanuel Macron, c'était vis-à-vis de ceux qui travaillent sans filet. Et encore une fois, je trouve la situation un peu paradoxale, mais je viens soutenir le ministre de l'économie du gouvernement que soutient Mme Berger. Ah oui, vous voyez, les rôles sont inversés. Et on va poursuivre ensemble avec une question cet après-midi sur l'état de droit, la place et le rôle de l'État après les violences de Moirans. Violences qui avaient éclaté pour exiger la sortie de prison d'un homme pour assister aux obsèques de son frère. C'était au mois d'octobre dernier. Une opération de gendarmerie s'est déroulée lundi matin. 15 interpellations, dont la mère du détenu, 7 mises en examen pour dégradation en réunion ou par incendie. Joëlle Huillier, députée socialiste de l'Isère, va poser une question au gouvernement. Elle est au micro de Fernand Tavares. Alors Madame la députée, pourquoi est-ce que ça vous paraît utile de revenir sur cette affaire de Moirans? Est-ce que vous estimez qu'il s'agit de quelque chose d'exemplaire par rapport à l'état de droit? Oui, alors c'était exemplaire dans la mesure où beaucoup ont trouvé que la justice, la police, la gendarmerie avaient mis quand même un peu de temps avant de réagir. Mais la réaction ne doit jamais se faire à chaud. Là, il y a eu un temps qui a été pris à Moirans, justement pour faire des enquêtes, de façon à pouvoir provoquer cette descente de gendarmerie lorsqu'il le fallait et en étant sûr de trouver qui on voulait trouver. Donc ça a pris 3 mois, c'est vrai, mais un état de droit, c'est ça. Un état de droit ne doit jamais agir en répondant à la violence par la violence. Au contraire, il doit agir avec sagesse, et ce qui a été fait dans ce cas d'espèce. Merci beaucoup, on écoutera la réponse du gouvernement tout à l'heure. À vous Marion. Merci à vous Fernand Tavares. C'est le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui est venu à Grenoble pour féliciter personnellement les gendarmes. Je salue avec la diligence avec laquelle le parquet et les forces de gendarmerie ont mené cette enquête. Et il a dénoncé au passage les déclarations intempestives survenues après les violences de Moirans. Et il a demandé le respect de l'indépendance de la justice qui ne doit pas travailler sous la pression permanente des politiques. Est-ce que le monde politique met trop de pression aujourd'hui sur la justice? Cette séparation entre justice et monde politique, cet état de droit aujourd'hui est-il respecté? Rudy Sall.
Oui, je crois qu'il est respecté. Simplement, l'affaire de Moirans est une affaire qui a choqué l'opinion publique française. Chacun y a pris sa part, et les journalistes en particulier, puisque les images étaient stupéfiantes de voir ce qui se passait à Moirans. Donc personne n'est resté insensible, et tout le monde avait envie, évidemment, qu'on attrape les fauteurs de troubles. C'était la moindre des choses. Quand même une gare mise à sac, des voitures brûlées. Je veux dire, si à chaque fois que quelqu'un a dans sa famille un membre de sa famille qui est en prison et qui demande à être libéré pour aller aux obsèques de l'oncle ou du grand-père, je veux dire, on est dans un état de droit. Donc, évidemment, il y a eu une très forte émotion. Mais moi, je tiens vraiment, aujourd'hui, à rendre hommage à nos services de police, gendarmerie et à la justice d'avoir fait un travail absolument remarquable d'enquête qui nous permet aujourd'hui d'arrêter les responsables et les protagonistes de cette affaire. Donc je crois que nous vivons dans une société de l'expression, dans une société médiatique. Dès qu'il se passe quelque chose, les gens s'expriment. Après tout, c'est aussi cela la démocratie. Mais en même temps, nos institutions fonctionnent et je ne crois pas savoir que d'un côté ou de l'autre, il y a aujourd'hui des pressions pour que les choses avancent ou n'avancent pas. On le voit dans ce domaine, on le voit aussi dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Sur ces sujets-là, je pense qu'il ne doit pas y avoir de débat droite-gauche, il doit y avoir surtout la recherche de l'efficacité. Karine Berger. Oui, c'est vrai que les polémiques sur ce type d'événements sont toujours regrettables. C'est très grave ce qui s'est passé à Moirans. Les personnes qui ont commis ces troubles sont coupables, doivent être évaluées. La culpabilité, doit être évaluée par la justice. L'enquête était nécessaire, elle a été faite. Heureusement qu'il y a une unité nationale droite-gauche quand il s'agit de maintenir l'ordre dans notre pays. Cela va de soi pour tous les républicains, de droite comme de gauche, que quand il se passe quelque chose qui relève du désordre, et surtout du désordre de la guérilla de rue, littéralement, la puissance de l'État, l'État de droit et les forces de police sont là pour rétablir les choses. J'en profite pour glisser un mot. Les procureurs ont besoin de soutien. Ils ont écrit à la ministre de la Justice pour dire à quel point la justice a besoin d'aide, a besoin de soutien financier, a besoin de moyens, parce que c'est vrai, nos concitoyens demandent à ce que la police fasse son travail, que la justice fasse son travail, mais que pour faire cela, dans un moment où, c'est vrai, la France connaît aussi des tensions de toutes sortes, eh bien, il faut donner les moyens à tous ces représentants de la justice de faire leur travail. Et avant de poursuivre le débat ensemble, je vous propose tout de suite d'aller retrouver Fernand Tavares, qui est en direct avec Gérald Darmanin, député Les Républicains du Nord, pour son dernier jour à l'Assemblée nationale. Alors Gérald Darmanin, vous êtes quand même l'un des plus jeunes députés et c'est votre dernière séance parce que vous avez choisi la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et pourtant, vous n'êtes pas le président de cette région, mais vous en êtes le vice-président. Pourquoi abandonner votre mandat de député ? C'était une promesse faite pendant les élections municipales, puisqu'il y a le cumul des mandats qui va s'appliquer. Personne ne reviendra sur ce cumul des mandats. C'est une fable racontée aux enfants. Aujourd'hui, moi, je souhaite me consacrer à ma ville de Tourcoing, qui m'a élu maire, une ville qui a besoin que je sois à côté d'elle. Et en même temps, j'ai effectivement été élu avec Xavier Bertrand à la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui va aussi aider la ville de Tourcoing. Et il me semblait normal de ne pas faire cumuler ces mandats parlementaires et locaux, vu que la loi s'imposera. Donc j'ai proposé, moi, d'anticiper cet appel et de me consacrer à mon territoire. Autrement dit, est-ce que vous diriez que le travail ici au Parlement n'est pas à la hauteur d'un travail de terrain ? On en dit le travail régional, est-ce que ça n'est pas plutôt dans cet ordre qu'il faut travailler ? J'ai été très honoré d'être député, je remercie les électeurs et je suis très honoré de cette belle institution. Mais en même temps, c'est vrai, les parlementaires n'ont pas les moyens de changer la vie quotidienne des habitants. C'est un constat que je fais malheureusement, une certaine défiance de la population vis-à-vis de leurs parlementaires. Et je crois aujourd'hui que c'est par le terrain, en effet, qu'on peut faire ses preuves, vu le vide abyssal qu'il y a entre la population et les responsables politiques. Je n'oublie pas que dans ma région, Marine Le Pen a fait 40%. On doit en tirer des conclusions. Bon, et la campagne pour les présidentielles, il y a beaucoup de monde. Chez les Républicains, comment voyez-vous le retour de Nicolas Sarkozy sur la scène régionale ? Parce qu'il veut faire lui aussi du terrain. Pensez qu'il a des chances ? Parce que là, il a vraiment un handicap en ce moment. C'est une très bonne chose que Nicolas Sarkozy revienne au terrain. On a plein de candidats magnifiques à droite. Bruno Le Maire, François Fillon, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, peut-être M. Copé, dont il dit aussi qu'il revient. Moi, c'est pas un concours de beauté, la primaire. J'attends de savoir quels sont les projets des candidats et je choisirai en mon âme et conscience.
chance. Merci, M. Darmanin, et bonne chance. On vous verra peut-être dans quelques années à l'Assemblée nationale, car vous êtes très jeune. Voilà, Marion. Merci, merci à vous Fernand Tavares. Une question justement à vous, députés, sur le cumul des mandats. Ont-ils raison ces députés, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Gérald Darmanin, qui élus à d'autres fonctions, ont décidé de quitter leur poste, Rudy Sall? Ils en avaient pris l'engagement devant les électeurs, c'est normal qu'ils tiennent parole. Voilà, ça me paraît tout à fait normal. Maintenant, si vous me demandez si je suis pour ou contre le cumul des mandats, moi j'estimais que la loi précédente qui permettait un cumul simplement entre un mandat local et un mandat national me paraissait quelque chose d'équilibré et qui permettait surtout au Parlement d'avoir aussi, sur un certain nombre de débats, l'éclairage d'élus locaux responsables de collectivités, qu'elles soient régionales, départementales ou locales. Karine Berger. Alors, la nouvelle loi qui s'appliquera à partir de 2017, et je suis ravie d'entendre de la part de Gérard Darmanin que la droite n'a pas l'intention de revenir dessus, parce que si la droite devenait responsable du pays en 2017, je crois que Nicolas Sarkozy a déjà dit que si lui était responsable, il reviendrait sur la loi. Bref, la gauche maintiendra cette loi si elle est élue, la droite maintiendra peut-être cette loi. C'est très bien. Elle dit quoi cette loi? Elle dit un mandat parlementaire plus un mandat d'élu local, monsieur Sall, mais Oui. pas de l'exécutif. Oui, Tout enfin, simplement parce que quand on est député ou sénateur, ou député européen, franchement, on a vraiment beaucoup de travail à l'Assemblée nationale et en permanence, dans sa permanence locale. Donc, rajouter une responsabilité d'exécutive, ce n'est pas raisonnable. Et la façon dont les Français ont de nous dire qu'ils en ont assez de ce type de cumul où les gens feraient tout et n'importe quoi, seraient des super-héros sans être présents nulle part, eh bien, ils nous le disent en arrêtant d'aller voter ou en votant Front National. Donc je salue les décisions de Xavier Bertrand et de Gérard Darmanin. J'espère que dans mon camp, Vous enjoignez vos confrères, députés, sénateurs. Ces exemples venus de la droite amèneront quelques décisions courageuses de la part d'élus de mon camp. Et de toute façon, ils devront se mettre en conformité en 2017, donc sur cette loi sur le cumul des mandats. Et vous venez de voir Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, s'installer au perchoir. C'est donc lui qui va présider la séance de questions au gouvernement. Dans quelques instants, elle va débuter dans l'hémicycle. Vous voyez les